Vous êtes enseignante ou enseignant et vous avez parfois l'impression de jongler avec 1001 tâches. Vous rêvez d'une organisation personnelle qui vous permettrait de gagner du temps et d'atteindre plus sereinement vos objectifs éducatifs. Ne cherchez plus, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je m'appelle Michael, j'enseigne depuis plus de 20 ans et je suis passionné de nouvelles technologies et d'organisation. Bienvenue dans cette vidéo consacrée justement à l'organisation personnelle. En effet, nous le savons tous, être enseignant ne se limite pas à donner des cours, mais demande une grande polyvalence et une gestion minutieuse des différentes tâches qui nous incombent. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons nous poser 10 questions pour évaluer et améliorer notre organisation personnelle et ainsi libérer du temps pour ce qui compte vraiment, nos élèves. Quand je dis 10 questions, j'exagère un tout petit peu. En fait, nous nous contenterons de 5 questions aujourd'hui et la prochaine vidéo vous permettra d'appréhender les 5 questions suivantes. Que vous soyez enseignant expérimenté ou débutant, cette vidéo s'adresse à vous. Chacun d'entre nous peut bénéficier d'une organisation personnelle efficace permettant de simplifier notre travail et d'améliorer notre bien-être. Alors, si vous êtes prêt à découvrir des méthodes simples et pratiques pour gérer votre temps, vos ressources, vos priorités, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, bienvenue dans la première partie de cette analyse de votre organisation personnelle à partir de quelques questions qui reprennent les différents éléments de l'organisation d'un enseignant. Des 10 questions du programme, nous prendrons les 5 premières dans cette vidéo et puis les 5 suivantes feront l'objet de la vidéo du mois prochain. J'aimerais d'abord être honnête sur l'offre. Je ne vous promets pas une vie de classe magique et la fin de tous vos problèmes. Que les élèves seront plus agréables ou mieux investis, c'est une promesse que je ne peux pas tenir. Par contre, je peux vous promettre que vous serez plus disponible pour les accompagner. Je ne peux pas non plus changer les parents et faire en sorte qu'ils soient plus agréables ou bienveillants. Par contre, je peux vous donner des capacités accrues pour les accueillir. Les tâches administratives ne vont pas aller en diminuant, mais avec une meilleure organisation, vous pourrez y faire face plus facilement ou plus sereinement. Et puis, est-ce que vous aurez plus de plaisir tout de suite juste parce que vous aurez vu ces vidéos? Bien sûr que non. Et vous aurez certainement un petit peu de travail pour mettre un certain nombre de choses en place. Par contre, vous aurez de la sérénité en point de mire. Et puis, est-ce que vous aurez moins d'élèves en difficulté? Non, ça ne fait pas partie de mes super pouvoirs. Par contre, la vraie promesse, c'est que vous allez pouvoir optimiser votre temps et votre énergie avec de meilleures techniques de travail. Vous aurez une vie de classe plus sereine par une meilleure gestion de votre charge mentale. Vous serez plus disponible pour vos élèves. Vous aurez une meilleure maîtrise des éléments administratifs pour une gestion efficace des informations et des tâches et plus des distractions qui arrivent à tout moment de la journée. Et puis des outils, et ça c'est vraiment dans ces 2 vidéos par rapport à ces questions, c'est des outils pour pouvoir mettre des mots sur les zones d'ombre. Il y a des choses, certaines fois on sait que ça ne fonctionne pas, mais on ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. Et l'objectif de ces 10 questions, c'est justement de pouvoir mettre des mots et donc comprendre les sources de tension ou de friction. Avant de commencer, 2 conseils. Partez de vos besoins ou de vos problèmes ressentis. Les théories ne fonctionnent qu'en théorie. Il n'y a pas d'idéal universel. Il n'y a pas non plus de méthode valable pour tout le monde. Par contre, il y a quelques principes. Et c'est à partir de ces principes que nous allons réfléchir et que nous allons nous poser ces questions. Les questions partent de principes généraux d'organisation qui sont valables pour tous. Après, c'est dans l'application que cela varie et qu'il va falloir trouver une méthode qui soit adaptée à vos besoins, à votre personnalité. Ces questions vont permettre d'interroger votre pratique, de mettre des mots sur des ressentis et puis de mettre en évidence des problématiques. 10 questions pour faire quoi? Première chose, pour vous écouter. Qu'est-ce qui résonne en vous? Et puis en même temps, ça peut résonner dans votre cerveau, ça peut résonner dans votre âme. Pour changer,
Amorcez un changement ou deux. Ne faites pas tout en même temps. Ne vous dites pas « j'ai aucune organisation, tout est catastrophique, il faut tout revoir ». Si vous avez vécu en tant qu'enseignant jusqu'à aujourd'hui, c'est que ce n'est pas si catastrophique que ça. Mettez en place un ou deux changements maximum. Sinon, vous allez crouler sous le travail que ces changements demandent et vous n'arriverez pas au bout et vous serez découragé et votre situation sera pire après qu'avant. Pour agir, faites ce pas auquel vous pensez depuis des mois, mais il faudrait que quelqu'un vous le dise en plus. Maintenant, c'est le moment. Faites ce petit changement, faites cette modification de votre organisation. Et puis, pour se rassurer aussi, il y a déjà tellement de choses qui vont bien. Je n'ai pas envie que ces 10 questions se transforment en 10 problèmes, mais plutôt peut-être qu'il y ait une ou deux choses qui soient relevées et puis que vous puissiez vous dire « mais tout le reste, ça va déjà bien ». Prêt pour amorcer la première question ? Comment est-ce que je me sens de manière générale vis-à-vis des tâches administratives? Et on va se mettre d'accord sur le fait que les tâches administratives, c'est toutes les tâches hors enseignement, hors de la présence des élèves. Et donc les préparations de cours, les recherches pour les cours, toutes ces choses-là, on va aussi les mettre dans ces tâches administratives, même si bien sûr c'est plutôt des tâches pédagogiques. Donc comment est-ce que je me sens de manière générale vis-à-vis de ces tâches administratives? Est-ce que je gère, tout va bien, je me sens bien dans mon organisation? Et du coup, vous aurez peut-être juste quelques surprises dans les prochaines questions. Est-ce que ça va tout juste, mais il ne faudrait surtout pas qu'il y ait un poil qui dépasse de plus ou qu'il y ait une demande supplémentaire cette semaine ou ce mois? Est-ce que ça coince, ça vous fatigue vraiment? C'est peut-être plus lié aux tâches à faire qu'à l'organisation générale, mais il y a vraiment une lourdeur là-dedans et il faudrait qu'une simplification puisse se mettre en place. Ou alors c'est complètement la gabegie, j'avance pas, je me sens sous l'eau, les journées sont trop longues de travail et en même temps trop courtes pour tout faire. Donc ici on est sur un ressenti général de son organisation. Je vous invite peut-être dans la vidéo à faire des pauses, là où vous avez besoin de réfléchir, là où peut-être vous avez besoin de prendre des notes. Je vous mets en commentaire un document que vous pouvez imprimer ou juste annoter en PDF avec justement ces différentes questions pour que vous puissiez écrire vos réponses, vous puissiez écrire vos réflexions et que ça vous permette d'entamer un travail à moyen terme dessus et puis que ce ne soit pas juste une vidéo YouTube que vous regardez puis après on passe à la suivante et on oublie. Question numéro 2. Est-ce que je trouve rapidement ce que je cherche, que ce soit des documents papier ou que ce soit des informations en ligne? Dans les documents physiques, il y a bien sûr vos cours, vos évaluations, les idées que vous avez peut-être notées. Il y a les documents qui concernent le suivi des élèves, les documents administratifs de votre établissement ou de vos différentes autorités scolaires, et puis les ressources de l'établissement, c'est-à-dire ce que l'établissement vous a donné petit à petit comme documents en papier. En numérique, on a exactement le même genre de documents, donc ceux que vous avez cherchés sur Internet, les sites éducatifs que vous consultez régulièrement, les sites administratifs de vos autorités scolaires, vos différentes ressources officielles, et puis aussi toutes ces informations qui sont issues des messageries rapides, WhatsApp et compagnie. Est-ce que vous trouvez rapidement ce que vous cherchez dans ces documents physiques et dans ces documents électroniques? Pour chaque question, je vais vous donner un objectif, ce sera la partie qui est donnée avec la cible, et puis je vais vous donner des flèches aussi, c'est-à-dire des moyens de pouvoir atteindre ces objectifs. Ici, l'objectif, c'est de pouvoir trouver n'importe quelle information, que ce soit en papier ou que ce soit en numérique, en 30 secondes à 2 minutes. Et comment est-ce qu'on peut arriver à cet objectif-là? Il s'agit de mettre en place un classement cohérent, donc un système de classement cohérent pour les ressources papier et numérique. Et en fait, l'idéal, c'est d'avoir un classement qui est semblable, qui est similaire pour le papier et pour le numérique. Alors bien sûr, je pourrais développer ce thème pendant des minutes et peut-être même des heures. Ici, on a plutôt l'objectif de faire un survol. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je développe, je fasse peut-être une vidéo spécifique sur comment classer ces documents ou sur les réponses à d'autres questions qui viendront. L'objectif étant vraiment de pouvoir vous aider et pas seulement de vous laisser avec des problèmes à la fin de cette vidéo.
Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, moi j'aimerais que vous m'expliquiez comment je pourrais mieux gérer mes documents ou mieux atteindre les objectifs de ces prochaines questions. Question numéro 3. Vous voyez où je veux en venir? Ma messagerie électronique est-elle une source d'information ou un coffre à trésor? Ce que j'entends par là, c'est qu'une source d'information, on prend l'information, on la traite et puis c'est fini. Un coffre à trésor, on laisse les choses dedans. Souvent, on a de la peine à comparer sa messagerie électronique à une boîte aux lettres. Et je pense que si on s'arrête un tout petit moment et puis qu'on compare la boîte aux lettres que l'on a devant notre maison ou en bas de notre immeuble et la manière dont on l'utilise, et qu'on compare ça avec la manière dont on utilise nos boîtes aux lettres électroniques, nos mails, il y a certainement de quoi sourire. Donc si on utilise sa boîte aux lettres électronique comme une source d'information, on va prendre l'information, on va la trier. Est-ce qu'elle est pour moi? Est-ce qu'elle n'est pas pour moi? Est-ce que c'est un spam? Est-ce que c'est un mail générique mais qui ne me concerne pas? Est-ce que je dois jeter ou est-ce que j'ai quelque chose à en faire? Et puis ensuite, on va prendre l'information. Cette information, est-ce que c'est juste quelque chose dont je vais devoir me souvenir dans X temps? C'est une injonction de ma hiérarchie, par exemple, en sachant que si telle situation se passe, je dois agir de telle manière. À ce moment-là, je vais la classer pour pouvoir la retrouver le plus rapidement possible. Ou est-ce que c'est une demande, par exemple, un parent d'élève qui demande un rendez-vous? À ce moment-là, je vais donner un rendez-vous, donc je vais effectuer la tâche qui est demandée. Et une fois que le mail que l'information que le mail contenait est traitée, en fait, je peux soit l'archiver, soit le jeter. On aura peut-être l'occasion de reparler une prochaine fois sur quel mail on archive ou quel mail on peut mettre à la poubelle. Si au contraire, notre boîte de messagerie électronique est un coffre à trésors, en fait, on va vouloir garder tous ces trésors. On va les stocker. Ça pourrait toujours servir une fois. Vous avez certainement entendu cette phrase ou peut-être même prononcé cette phrase plusieurs fois. Donc on va y revenir régulièrement. C'est encombrant. Je me suis retrouvé en début de cette année-ci avec 25 000 mails. Alors bien sûr, ils étaient traités, j'avais fait ce qu'il fallait en faire, mais ils étaient toujours dans ma boîte aux lettres. Et au niveau de la charge mentale, chaque fois qu'on ouvre son programme de mail, on voit tous ces mails-là et puis ça nous rappelle plein de choses qu'on n'a pas envie de traiter, en tout cas sur le moment-là. Donc votre boîte mail devrait être vide, tout comme votre boîte aux lettres physiques est en général vide quand vous êtes rentré à la maison et que vous l'avez relevé. Donc voilà les moyens et donc l'objectif, c'est que chaque message soit lu une seule fois, que l'information soit traitée et ensuite le message est archivé et jeté à la corbeille et on n'en garde pas une collection pour se dire « Waouh, je suis important, j'ai eu beaucoup de mails » ou « Je suis complètement dépassé, j'ai plein de mails dans ma boîte aux lettres ». Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Forcément, vous avez un programme ou un site internet sur lequel vous lisez votre message. Je pense que vous avez compris les rudiments de son fonctionnement, mais ce qui est nécessaire ici, c'est d'appliquer une routine efficace pour gérer votre boîte aux lettres électronique, c'est-à-dire qu'une fois par jour, une fois tous les 2 jours, à vous de voir comment vous vous sentez le mieux avec ça, vous allez lire tous vos messages, et vous allez acter vos messages, c'est-à-dire que vous allez traiter l'information qu'ils contiennent et ensuite vous pouvez les jeter si vous n'avez plus besoin du tout ou les archiver si éventuellement vous devriez y revenir. Bien sûr, là aussi, la gestion de sa boîte aux lettres électronique ou de ses boîtes aux lettres électroniques pourrait faire l'objet d'une vidéo entière. 4e question, et là on est beaucoup plus personnel. Est-ce que vous connaissez votre rythme naturel et est-ce que vous le suivez? On est tous différents, on a tous des manières de fonctionner différemment et alors en classe, souvent, on a des horaires qui nous sont imposés et puis on n'a pas vraiment le choix de se dire « ouais, moi je ne suis pas trop du matin, je commencerai bien à 10 h ». Ce n'est pas une liberté qui vous est laissée. Par contre, dans la construction de nos journées, que ce soit en classe ou que ce soit hors classe quand on prépare nos cours, pendant les vacances par exemple, ou le mercredi après-midi, éventuellement pendant le week-end, est-ce que je connais et je suis mon rythme naturel? Alors, dans les rythmes naturels, on parle de chronotypes qui sont liés à nos habitudes de sommeil. Et on parle de 4 chronotypes différents. Il y a l'ours, le lion, le loup et le dauphin. C'est très général et quand j'ai donné ce cours pour la première fois, on me disait moi je suis un petit peu de tout, ce qui est tout à fait possible.
L'ours, qui représente environ 70% de la population, a besoin de ses 8 heures de sommeil. Il a besoin d'environ 2 heures, il a besoin d'environ 2 heures le matin pour se réveiller, pour être vraiment efficace, et puis il est fatigué vers 22 heures. Le lion, lui, va se lever très tôt, il est directement prêt à l'ouvrage, par contre, vers 20 heures, il n'a plus d'énergie, il ne faut plus rien lui demander. Le loup, lui, il est surtout productif le soir. Donc c'est ce genre de personne qui, quand tout le monde va dormir, il commence à travailler. Je pense que vous en connaissez tous dans votre entourage. Et puis le dauphin, il a un sommeil fragile. On dit que c'est des personnes qui dorment 4 à 5 heures, mais c'est plutôt qui se contentent de cela, faute de mieux. Et donc forcément, vous voyez que selon le chronotype que vous avez, selon votre attitude face au sommeil, et c'est inné, c'est rarement décidé, vos habitudes de travail et vos journées de travail vont être différentes. Et puis indépendamment de cela, il y a aussi les variations d'énergie tout au long de la journée. Alors de nouveau, quand on est en classe, on n'a pas trop le choix de se dire je ne travaille pas à ce moment-là. Par contre, on pourrait réguler les activités qui nous demandent plus d'énergie pour les mettre dans les moments où on en a vraiment le plus. Et puis bien sûr qu'il y a une question qui est pendante là-dessus, c'est que si nous sommes comme cela, nos élèves, ils sont aussi dans ces différents chronotypes et que peut-être ça vaudrait la peine aussi d'analyser un tout petit peu cela. Donc l'objectif, c'est de préparer ces journées en s'écoutant, en adaptant le contenu de nos journées à notre chronotype. Donc pas me dire, avant d'aller à l'école, je vais bosser 2 heures si on est plutôt d'un type qui a besoin de 2 heures pour se réveiller, à moins que vous leviez à 4 heures du matin, mais à ce moment-là, vous êtes plutôt un lion. Donc se dire, voilà, moi je ne peux pas travailler le matin avant d'aller à l'école, ça ne m'appartient pas. Donc, je vais travailler à d'autres moments. Et donc, pour cela, c'est apprendre à se connaître et adapter ses activités à nos hauts et bas d'énergie. Depuis quelques années, j'enseigne 3 jours et je travaille 2 jours à mon compte. Et donc, dans ces 2 journées, je peux placer mes événements plus ou moins comme je veux. Et je me suis rendu compte que j'étais très productif le matin, ça c'était pas une nouveauté. Par contre, qu'en début d'après-midi, pendant 2-3 heures, si je m'écoute vraiment, j'étais vraiment pas productif. C'était pas le moment où je pouvais faire un gros travail comme écrire une vidéo, enregistrer une vidéo ou travailler sur un site web pour un client. C'est vraiment pas quelque chose que je peux faire là. Donc, j'ai appris à m'écouter et puis à mettre mes grosses tâches le matin ou en fin d'après-midi, parce que là, j'ai un regain d'énergie vers 3h30 jusqu'à 6-7 heures. Et bien sûr qu'en classe, on peut aussi mettre ces choses en place. On sait très bien que quand les élèves reviennent après le repas vers 1h30 ou 2 heures, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va mettre un test de maths, ce n'est pas là que leur attention est la meilleure. Et on peut répartir nos activités sur la journée, non pas en donnant pas cours à certains moments parce que les élèves sont moins disponibles, mais en mettant des tâches plus légères et en ondulant quelque part dans notre journée les différentes tâches en fonction de l'énergie qui est demandée, de la concentration qui est demandée pour nous et pour nos élèves. Question numéro 5. Comment est-ce que j'organise mes tâches et mes projets lorsque je gère seul mon temps? C'est-à-dire en dehors de la présence des élèves, en dehors des rendez-vous, des activités imposées, c'est-à-dire des séances prévues par la direction, etc. En fait, il y a plusieurs manières de gérer son temps. La première chose, et la chose qui est vraiment importante, c'est le cas de le dire, c'est de faire ce qui est important avant l'urgent. Nous sommes maîtres de nos journées, nous sommes responsables de nos classes et nous savons ce qui est important à faire. Souvent, on reçoit des messages, on reçoit des emails, etc. J'ai envie de dire que ça, c'est les urgences des autres. Mais pour moi, aujourd'hui dans ma classe, qu'est-ce qui est important? Et quand j'ai le plus d'énergie, je vais m'occuper de ce qui est important pour moi dans ma sélection des activités. Bien sûr, je ne vais pas remettre les urgences de la direction, par exemple, à plus tard, juste parce que ce n'est pas ce que moi j'ai décidé de faire de plus important. Il faut garder mesure en toute chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour moi? Deuxième élément pour une bonne gestion de son temps, c'est de réserver des blocs de temps pour réaliser les projets importants. Si on commence le matin par faire plein de petites tâches qui sont importantes, voire peut-être même urgentes, mais qu'on ne prépare pas ce grand TS de maths dont les élèves auront besoin la semaine prochaine, ce n'est pas en fin d'après-midi, quand on aura moins d'énergie, qu'on pourra le faire. Donc réserver les moments importants de notre journée, les moments où on a le plus d'énergie pour pouvoir réaliser les tâches les plus importantes. Et puis,
faire un assemblage de toutes les petites tâches. Par petites tâches, j'entends par exemple répondre aux mails ou aux messages, j'entends tous ces petits trucs qu'on a mis sur une to-do list qui prennent 5 minutes chacun, mais si j'en fais 5 minutes à chaque moment de libre que j'ai, en fait je vais perdre mon temps. Donc c'est assembler, grouper toutes les petites tâches et puis prendre un moment peut-être d'une demi-heure ou d'une heure pour les faire en une fois. C'est aussi ce que je recommande par rapport à toute la gestion des informations, mais on verra ça dans la prochaine vidéo. Donc l'objectif ici, c'est de gérer ces activités en fonction de leur importance et de leur urgence pour moi, bien sûr en prenant compte aussi des ordres qui me sont donnés par ma hiérarchie. Et puis de réduire les distractions, entre autres toutes ces notifications qui aimeraient attirer notre attention immédiatement sur des choses qui bien souvent n'ont pas beaucoup d'importance ni d'urgence. Et donc les moyens, c'est planifier ces actions. C'est penser, ben voilà, j'ai un mercredi après-midi de libre, mes enfants sont gérés, ben là je vais pouvoir préparer par exemple mon test de maths, comme je disais, ou autre chose, j'ai un grand bout de temps, je vais préparer quelque chose qui me prend du temps dans ce grand bloc de temps. Et puis utiliser les meilleurs moments, ceux où je suis en meilleur état, où j'ai plus d'énergie pour les activités les plus importantes et quelque part j'ai envie de dire, ne pas les gaspiller pour d'autres tâches qui sont peut-être importantes aussi, mais qui demandent beaucoup moins d'énergie. Alors nous sommes arrivés à la fin de nos 5 premières questions. J'espère que je n'ai pas été trop vite, que vous avez pu mesurer l'ampleur et puis l'importance de chacune d'entre elles. Je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo pour les questions 6 à 10. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette série de questions. Je suis bien conscient qu'il peut y avoir un certain trou, voire un fossé, entre les questions posées et les objectifs définis. Je ne manquerai pas de revenir sur ces sujets dans les prochaines vidéos et de vous proposer des éléments à mettre en place pour atteindre les cibles proposées. Mais quel est le domaine qui vous préoccupe le plus? Celui dans lequel vous avez le besoin le plus sérieux de progresser? Ou à l'opposé, quels sont les domaines sous contrôle pour lesquels vous pouvez être fier du niveau atteint? Dites-le moi dans les commentaires et peut-être partagez avec nos collègues les moyens que vous avez mis en place. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons ce survol de l'organisation avec 5 nouvelles questions. Nous nous attarderons également sur la manière dont nos élèves peuvent profiter de notre analyse, en plus d'avoir une enseignante ou un enseignant plus serein. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et faites ce que vous aimez, enseignez. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si un ou plusieurs éléments vous permettent de progresser dans votre qualité d'enseignement, de vous recentrer sur ce que vous aimez faire, c'est-à-dire enseigner, mettez un pouce. Mettez peut-être un commentaire en expliquant en quoi cette vidéo vous a parlé, vous a intéressé. Et puis n'hésitez pas non plus à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas à en discuter dans la salle des maîtres. Notre chaîne YouTube est encore toute petite, mais c'est grâce à vos partages, à vos discussions que l'audience pourra grandir et que le contenu qui vous sert pourra servir aussi à d'autres enseignants. Je vous en remercie.